Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et merci à vous tous d'être là. Dans cette vidéo, on va parler et analyser ensemble l'interview de Martine Moïse. Une interview qu'elle a donnée au New York Times cette semaine qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et beaucoup de médias ont parlé, ont commenté son interview. Pourquoi c'est intéressant cette interview? Parce qu'elle parle pour la première fois de son point de vue. Ce que je disais dans ma vidéo précédente, tout le monde attendait de savoir comment elle a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé de l'intérieur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc elle a donné quelques informations, on va les décrypter ensemble. J'essaierai de vous mettre quelques de ces phrases les plus importantes, des phrases les plus importantes de cette interview. Je vais essayer de mettre quelques phrases les plus importantes, du moins, de cette interview à l'écran pour vous, en même temps qu'on va commenter la vidéo. Dans un premier temps, on va parler des informations qu'elle a données autour de cette nuit-là par rapport à l'assassinat du président. Et dans un deuxième temps, on va parler de cette annonce qu'elle a fait aussi, de finalement rentrer dans la politique pour poser sa candidature à la présidence d'Haïti dans les prochaines élections. On va parler de tout cela. Et il s'agit dans cette vidéo d'essayer de comprendre les éléments qu'elle vient de donner. Est-ce que ce sont des éléments nouveaux qui vont vraiment faire avancer l'enquête? Et il s'agit aussi, dans un deuxième temps, de comprendre cette annonce de candidature et aussi de comprendre les enjeux et aussi d'analyser la société haïtienne. Est-ce que cette société haïtienne, dans sa culture du côté patriarcat, serait éventuellement prête à être gouvernée par une femme? C'est tout cela qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, on va parler de l'interview et des informations autour de l'assassinat du président dans la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, les informations qu'elle a données par rapport à la sécurité. Je vais vous mettre à l'écran la phrase concernant. À chaque fois que je vais donner une phrase, je vais mettre à l'écran pour la transparence et puis pour que vous voyez un petit peu en même temps que moi et que vous suivez en même temps que moi. Donc, elle annonce que la sécurité n'a pas été comme d'habitude. La sécurité n'a pas été comme d'habitude. Elle parle d'une cinquantaine d'agents qui sécurisent la maison présidentielle habituellement et que ce jour-là, il y en avait moins. C'est un premier élément. Autre part, elle dit aussi que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore pénétré le domicile, le président Jovenel Moïse a téléphoné à des personnes. Je vais vous mettre aussi la phrase à l'écran. Donc, il a téléphoné. Il a téléphoné à des personnes. Donc, elle a cité les noms de ces personnes-là également. Autre part, elle dit avoir caché les enfants dans la salle de bain. Donc, en entendant les mercenaires, etc., elle a eu le temps de cacher les enfants dans la salle de bain. Puis, sur conseil de son époux, défunt époux, elle va se coucher. Elle se couche parce que son défunt époux lui dit « Couche-toi à plat avant de partir, c'est comme ça que tu seras en sécurité selon ses dires. » Je mets la phrase à l'écran. Ensuite, elle confirme que le président, donc avant que les mercenaires ne pénètrent le domicile, a eu le temps de téléphoner et d'appeler. Tout d'abord, Dimitri Ra. Qui est Dimitri Ra? Dimitri Ra est responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national. Donc, le président a appelé Dimitri Ra. Il a appelé Dimitri Ra, responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national, et il a appelé Jean Laguelle Civil. Donc, il a appelé ces deux personnes. Donc, Civil qui est coordinateur de la sécurité du président. Donc, le président a quand même eu le temps d'appeler deux personnes importantes pour sa sécurité. Donc, ils ont été avisés. C'est important aussi, cette information et ces noms. Maintenant, quand le président Jovenel Moïse a rassuré Martine Moïse en lui disant « J'ai eu Dimitri Ra, j'ai eu Jean Laguelle Civil, ils arrivent. » Donc, maintenant, avec cette assurance qu'ils vont arriver, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de pénétrer le domicile, etc. Donc, il y a quand même eu cet échange-là. Quand ils arrivent
au domicile, ils arrivent à pénétrer le domicile de la famille présidentielle. Elle cache les enfants dans la salle de bain. Puis, elle s'allonge, comme lui a demandé son mari. Donc, si j'essaye bien de mettre un petit peu les choses dans l'ordre chronologique, ce serait que quand les assaillants étaient encore dehors, son mari voit le danger arriver, donne 2 coups de fil à ces 2 personnes importantes pour le corps de sécurité de la famille présidentielle. Ensuite, après ces 2 coups de fil, donc ces personnes-là arrivent. Donc, le président lui a donc donné consigne, avant même que les assaillants soient à l'intérieur, ce serait logique, de s'allonger pour être plus en sécurité, de s'allonger vraiment. Donc, ce serait plus logique. Donc, une fois qu'ils sont à l'intérieur, je ne vois pas trop la chronologie à ce moment-là. Donc, ensuite, quand ils sont à l'intérieur, maintenant, elle dit que la seule chose qu'elle a... Elle dit à un moment donné, je vous mettrai la phrase à l'écran aussi, que la seule chose qu'elle a vue, elle a vu leurs bottes. Là, c'est une phrase qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux aussi. Dans cette vidéo, que je ne voudrais pas être trop longue parce que je vais faire quelques analyses, je ne mettrai pas les commentaires des internautes. C'est trop prématuré de donner les opinions des internautes, surtout sur la partie de candidature à la présidence. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu que cette phrase qu'elle a vue que les bottes des missionnaires ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé que ce n'est pas logique qu'elle ait vu que leurs bottes. Enfin. Maintenant, une fois qu'ils étaient là, ils parlaient en espagnol au téléphone. Ils discutaient au téléphone en espagnol. Ils parlaient de trouver un document, de chercher de trouver un document. Et ces documents, ils ont trouvé le document. C'est ce qu'elle précise dans son interview, qu'ils ont trouvé ce document. Ensuite, elle explique aussi dans l'interview, ces hommes qui ont été arrêtés, Dimitri Hira et Jean Laguerre-Civil, ces hommes ont déjà été arrêtés au cours de l'enquête, hein, par rapport à leur rôle aussi, par rapport à leur poste, pour protéger la famille présidentielle. Donc, ils sont en première ligne. Et elle précise aussi qu'au cours de l'enquête, toutes les personnes qui maintenant ont été citées ne sont selon elle que des exécutants. Elle précise que seuls les oligarques et le système pouvaient tuer Jovenel Moïse. Ce sont ses dires. Je mettrai au fur et à mesure pour vous. Donc, ces informations-là, il y a des informations qui vont être utiles, il y a des informations, ma foi, qu'on savait déjà. Les noms, par exemple, Dimitri Hira et Jean Laguerre-Civil, beaucoup de médias parlaient déjà de ces coups de fil parce qu'ils avaient déjà été arrêtés. Donc, ils ont, lors de leur déposition, expliqué qu'effectivement, que le président les avait téléphonés et les avait demandé de venir, que sa vie était en danger. Donc, ces informations-là, ma foi, ne sont pas des informations qui sont nouvelles pour l'enquête. Les noms aussi qu'elle cite. C'est juste tout ce qui s'est passé autour, ce que le président lui a dit, etc. Pour ce côté protecteur, etc. Qu'elle ait caché les enfants. Il y a certaines de ces informations-là qu'on n'avait pas précisément. Donc, de l'entendre de sa bouche, c'est important, cette confirmation-là. Donc, selon elle, il n'y a que les oligarques et le système qui pouvaient tuer son mari. Donc, ces personnes-là qui sont arrêtées à gauche, à droite, toutes ces arrestations, ce sont des exécutants. Ce ne sont pas les auteurs intellectuels. Elle précise également, lorsque les assaillants sont entrés, ils ont tiré sur elle d'abord. Ils ont tiré sur elle d'abord. C'est après qu'ils ont commencé à s'en prendre à Jovenel Moïse, les tortures, etc. Tout ce que vous avez pu entendre et voir. Maintenant, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur le fait qu'on ait tiré sur elle d'abord. On a tiré sur elle. Elle a dû rester allongée, comme l'avait dit son mari, bien avant qu'ils arrivent, etc. Donc, j'essaye de faire le film de la scène. Et
elle est restée allongée dans l'esprit de faire croire aux mercenaires qu'elle est déjà morte pour ne pas recevoir d'autres balles. Donc là, je continue dans la logique de son témoignage. Hein. Ce n'est pas mon analyse personnelle encore, c'est dans la logique de son témoignage. Donc, elle s'allonge. On lui a déjà tiré dessus. Donc, c'est pendant qu'elle est allongée qu'on lui a déjà tiré dessus. C'est après, une fois qu'elle est par terre, etc., qu'ils vont s'occuper du président Jovenel Moïse, les tortures, etc. C'est selon ce que j'ai lu, c'est comme ça que je comprends les choses. Maintenant, si pendant qu'elle est par terre, même si elle fait comme si elle est morte, bon, elle dit qu'elle a vu que leurs bottes, donc ça sous-entend que pendant qu'elle était par terre, blessée, elle dit qu'elle avait du sang dans la bouche, elle avait du mal à respirer, elle était vraiment dans un état. Donc pendant qu'elle était par terre, elle était encore consciente. Et donc elle n'a pas levé le regard pour regarder, pour voir plus, parce qu'elle faisait la morte. C'est comme ça qu'on peut sous-entendre ça, elle faisait la morte. Donc, elle précise aussi qu'avant de partir, les mercenaires l'ont flashé. Flashé, c'est pour voir est-ce que la personne est vivante ou morte. Flashé au niveau des yeux. Quand on flash, c'est pour voir est-ce que les papilles bougent comme ça. Par exemple, si je me mets comme ça, pour faire comme si je suis morte comme ça. Si je ne suis pas endormie dans un endormissement profond, ça va bouger. Ça va bouger ici. Donc, si ils l'ont flashé, je ne sais pas si elle était sur le ventre et qu'ils l'ont flashé vite fait. Je ne sais pas comment ce flashage a eu lieu. Mais si elle est encore vivante, ils l'ont flashée. Ils ont vu qu'elle était vivante. Ils sont partis en la laissant quand même, en sachant qu'elle était vivante. Ou ils sont vraiment partis en se disant qu'ils ont tué et Jovenel et Martine Moïse. Et comment pourraient-ils partir en disant qu'ils ont tué et Jovenel et son épouse si elle n'a eu qu'une balle à la main, au poignet? Parce que quand on lit bien l'article, je vous mettrai la phrase à l'écran au montage, on voit bien que dans cette phrase précise, la journaliste prend soin de préciser dans l'article que Martine Moïse va soigner sa blessure au bras. Il n'y a pas d'autre blessure indiquée dans l'article. Ça veut dire que toutes ces spéculations depuis l'assassinat qui circulent disant qu'elle a pris des balles au niveau de la hanche, qu'elle a pris une balle au niveau de la hanche, qu'elle a pris une balle au niveau du bras, plus elle a pris 3 balles au niveau des fesses, etc. Beaucoup de médias circulaient cette information-là. Moi, j'ai dit dans une vidéo précédente qu'il faut faire très attention à cette information parce qu'il n'y a pas eu un échange précis. Il n'y a pas eu une conférence de presse durant laquelle on a eu certification que la première dame a bien eu 3 balles. Et toutes ces démentis autour du voice qui a circulé de Martine Moïse viennent de là. Puisque tout le monde s'est dit, si elle a pris 3 balles, comme certains médias circulent, qu'elle a pris plusieurs balles, etc. Et si elle n'a pas pu être soignée en Haïti, elle a été transférée d'urgence aux États-Unis, c'est parce que son état était grave. Donc, si elle a pris 3 balles, son état est grave, elle doit subir des opérations lourdes. C'est pour ça qu'elle a été transférée aussi rapidement aux États-Unis. Donc, c'est un enchaînement logique aussi. Donc, elle ne pouvait pas être capable de s'asseoir ou même allongée, de parler avec une voix aussi ferme, aussi remplie d'assurance. C'est pour ça que la voix a été analysée, repassée par plusieurs médias. Plusieurs médias ont mis en doute que c'était sa voix, alors que la voix a été authentifiée par plusieurs autres médias, que c'était bien elle qui annonçait qu'elle était bien en vie, etc. Donc, Martine Moïse n'a pris qu'une balle, donc au niveau de sa main. Maintenant, je vais vous parler de la partie où elle dit qu'elle a pris la décision de se présenter à la présidence. Donc, je vous laisse la phrase à l'écran où elle dit « J'envisage sérieusement de me présenter pour la présidence d'Haïti. » Et aux journalistes de préciser, après les interventions chirurgicales de son bras blessé. Donc,
Il n'y a pas d'autres, médicalement parlant, d'autres interventions prévues à part le bras que tout le monde a vu, etc. Il n'y a pas d'autres choses qui ont été précisées à part cette blessure-là. Donc, si il s'agit uniquement de cette blessure-là, comme on peut maintenant confirmer, Martine Moïse était tout à fait capable de parler, d'envoyer ce message vocal pour dire qu'elle va bien, etc. Tout ce message qui a fait tant polémique. Maintenant, est-ce que si les mercenaires voulaient vraiment tuer Martine Moïse aurait une balle au bras uniquement? Quand on veut tuer quelqu'un, c'est pas au bras qu'on tire. C'est là qu'il y a toute cette zone d'interrogation. Et là aussi, son mari a été quand même sauvagement assassiné, torturé, etc. Elle a une balle au bras. Donc quand il partait, ils l'ont flashé. Pourquoi? Parce que si on tire au bras, on sait que c'est pas une zone vitale. Donc flasher, pourquoi? Pour savoir si c'est là qu'on vit. Et même s'ils l'ont flashé, s'ils l'ont réellement flashé, les yeux ont dû, je sais pas moi, trembler une façon. Donc les mercenaires savaient très bien, en laissant la maison présidentielle, que Martine Moïse était vivante. Et je pense que la mission des mercenaires, ce n'était pas d'exécuter Martine Moïse, c'était d'exécuter uniquement son époux. C'est pour cela d'ailleurs que la communication a été faite ainsi. C'est une communication soigneusement préparée. J'ai dit dans ma vidéo précédente que la communication gouverne le monde. La communication va de pair avec la politique. Donc, toute cette communication qui a été faite de cette manière-là autour de cette affaire-là n'est pas hasardeuse. Donc, Martine Moïse qui décide d'envisager sérieusement, après avoir soigné ses blessures chirurgicales au niveau du bras, de revenir officialiser cette décision, de poser sa candidature à la présidence du pays. Cela pose plusieurs interrogations. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu et je vais revenir après sur ces élections. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura des élections. Je vais vous expliquer après. Pour vous parler d'un homme, Réginald Boulos. Parce que dans son interview, Martine Moïse cite le nom de Réginald Boulos comme étant premier ennemi de son défunt mari, Jovenel Moïse. Elle cite son nom. Qui est Réginald Boulos? Réginald Boulos, c'est un homme d'affaires qui est diplômé en médecine, qui a beaucoup travaillé dans la médecine, dans les recherches, même dans les années où on travaillait beaucoup autour du VIH, de ces maladies-là. Il a énormément travaillé autour de cela. Il a été beaucoup dans la médecine. C'est un homme qui a fait un petit peu aussi de la politique avant. C'est un ancien président de la Chambre nationale de commerce et d'industrie d'Haïti. Donc on peut dire que Réginald Boulos est un homme de pouvoir par rapport à son statut, à ce qu'il représente, à ce qu'il a fait. Il est né aux États-Unis, c'est un homme qui a aujourd'hui environ dans les 65 ans. Son arrière-grand-père était un immigrant libanais. En 1996, c'est là qu'il laisse le secteur médical pour vraiment se concentrer sur les affaires et qu'il va fonder la Banque Intercontinentale. Il va rester longtemps dans les affaires bancaires. C'est après qu'il va se lancer dans l'alimentaire en développant une chaîne alimentaire, supermarché, Delimat qui est le plus grand chaîne de supermarchés dans le pays, en Haïti. Après, il va beaucoup, il est dans les affaires, c'est-à-dire il va travailler beaucoup autour de l'automobile et tout ça. Donc, c'est un homme d'affaires qui a le bras long aussi. Maintenant, Martine Moïse cite Réginald Boulos comme étant l'un des premiers ennemis. Elle dit qu'elle n'a pas les preuves pour dire que c'est lui l'auteur intellectuel, mais c'est l'un des premiers ennemis. Réginald Boulos a été contacté à ce sujet. Réginald Boulos a été contacté à ce sujet. Je vais vous mettre cela à l'écran également.
New York Times prend le temps de préciser que Martin Moïse a cité le nom d'un homme d'affaires influent qui est récemment entré en politique. Ça veut dire que Reginald Boulos, c'est un homme qui a des ambitions politiques depuis un certain temps, surtout ses messages, sa façon de parler et tout, qui prend des positions et des discours politiques en Haïti, même s'il n'est pas dans le pouvoir directement. Et le New York Times prend le soin de le préciser, un homme d'affaires récemment entré en politique, parce qu'on sait que Reginald Boulos a été aux États-Unis, payé tout ce qui est payé, ses fameux lobbies, etc., pour flatter sa candidature, parce qu'il a les ambitions politiques également, ce monsieur. Donc, Martin Moïse cite son nom comme étant l'un des ennemis, parmi les plus gros ennemis. Il a été contacté par le quotidien et il s'est opposé à ces dires. Il nie et il a même indiqué qu'il va soutenir une enquête internationale indépendante pour enquêter encore plus sur cette affaire. Donc, ce n'est pas une petite affaire, c'est compliqué, les amis. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. Quand on analyse les choses, toute cette histoire ressemble à un film, à un feuilleton, avec plein d'épisodes et aussi plein de personnages qui semblent être là pour brouiller les pistes, pour ne pas ramener aux vraies personnes. Maintenant, je ne vais pas vous dire Reginald Boulos est dedans, Reginald Boulos n'est pas dedans. Je vous donne les faits selon les dires dans l'interview. Maintenant, on va parler de la décision de Martin Moïse de poser sa candidature à la présidence d'Haïti. Au point de vue communication, c'est une stratégie d'avoir choisi New York Times pour donner cette interview, parce qu'elle savait qu'elle allait annoncer cela. Donner cette interview à un média haïtien n'aurait pas eu autant d'impact. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente que Martin Moïse n'est pas une femme qui parle à tort et à travers. Je vais vous laisser voir un extrait de l'interview qu'elle avait donnée à l'émission Le Point, une émission politique, pour que vous entendiez un petit peu le personnage, la façon de parler, etc. Je vous laisse regarder un extrait. Après, je vais revenir vous donner un petit peu mon analyse par rapport à cette décision qui n'est pas encore officielle, qu'elle dit qu'elle va officialiser éventuellement après les interventions chirurgicales qu'elle a subies au niveau de son bras blessé. Je vous laisse regarder petit extrait de l'interview qu'elle a donnée à l'émission Le Point et je reviens tout de suite après. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau aujourd'hui la première dame de la République, Madame Martine Moïse. Madame ne va pas commenter l'actualité, mais elle va répondre aux questions de Métropole. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, Madame. Merci et bienvenue à Métropole. Merci, bonjour Wendell. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Vous êtes première dame de la République. Je me rappelle vous avoir déjà posé cette question lors de votre bref passage à Métropole. Il y a environ 6 ou 7 mois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La question était, vous êtes en fait la première conseillère du président de la République. Comment vous gérez, le rôle, votre rôle de première dame, et en même temps, à quel moment vous éprouvez le besoin de prodiguer des conseils, pas à votre mari uniquement, mais au président. Bon, c'était un rôle assez stressant. C'était un rôle assez stressant vu la conjoncture et tout ce qui vient avec. Et donc, je le prends assez bien. Ce que je fais, j'essaie de ne pas écouter ce qui se dit autour de moi. Parce que les choses méchantes qui se disent, c'est pour vous décourager. Et quand vous êtes découragé, vous ne pouvez pas être bonne conseillère. Parce que vous n'avez pas la latitude qu'il faut maintenant pour conseiller
et l'homme et le président. Parce que c'est deux personnes différentes, l'homme et le président. Donc, les choses méchantes, je les entends par personne interposée. Donc, là, vous parlez des critiques. Des critiques. Quand il y a des critiques formulées... oui, en effet. Parce que les critiques, quand vous les entendez directement, même si vous êtes vraiment forte, ça va en quelque sorte vous déranger. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour et la personne m'a dit, Martine, mais comment tu es? Je lui ai dit, mais ça va, je vais bien. Oh, comment tu peux être bien dans cette conjoncture? Il dit, mais je ne laisse pas la conjoncture m'atteindre. Parce que si la conjoncture ne t'atteint pas, tu peux toujours donner des conseils et tes conseils seront judicieux. Mais si ça t'atteint, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de problème avec toi en tant que personne, ils ont problème avec la position. Donc c'est détruire cette position-là pour atteindre l'homme qui est à l'arrière. Quand par exemple vous réalisez que le président a commis une erreur ou bien a commis des erreurs, comment vous vous arrangez pour lui dire que, écoutez, Jovenel, je ne sais pas, vous avez commis une erreur. Alors dites-nous, partagez ça avec nous si c'est possible. Donc il faut dire que je l'appelle Jovenel seulement que je suis fâchée. Okay. Mais après, je lui dis toujours, mais les erreurs qu'il commet, je lui dis toujours, il faut que ça vienne de là et de là. C'est toi le président, la dernière décision, c'est à toi de la prendre. Donc je peux toujours te conseiller. Et des fois, je vois les choses venir et je lui dis, donc, fais ça ou ne fais pas ça. Mais lui, c'est ce qu'il ressent qu'il fait, parce qu'il le fait en fonction de lui-même. Parce qu'avant tout, il était un homme de cœur. Mais des fois, avec la politique, il faut le cœur, il faut également la tête. Il faut qu'il y ait une balance. Et ce n'est pas évident que des fois, il arrive à faire la balance, mais quand il fait les erreurs, il les assume. Ce que j'essaie de ne jamais lui dire, c'est « je te l'avais dit ». Pas de rappel. Non, pas de rappel, on poursuit parce qu'on passe toujours à autre chose. Donc, c'était une erreur, l'erreur a été faite, elle a été commise. Tu gères, tu corriges et tu vas de l'avant. Parce que l'essentiel, c'est tu veux faire des choses structurantes, ces choses-là, tu ne peux pas les faire facilement, on ne va pas te le permettre. Donc, il faut gérer les problèmes et continuer à travailler. OK. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, Madame la Première Dame. Dernier jour, ça y est, il y a des reproches, on dit des critiques, si vous voulez, que vous citez non comme un monde qui t'a impliqué dans la réunion qui fait la Saline et qui t'a débouché sur ça un peu massacre qui fait ces dernières semaines, ces derniers jours, la Saline. Pour la vérité, Madame la Première Dame, qui dernière fois au la Saline? La Saline, le 13 octobre 2017. Qui s'acte même la Saline? 13 octobre 2017, ça fait plus d'un an. Non, mais je vous parle de présence récente selon les informations. Pas les informations, mais selon ce que j'ai appris, selon ce que j'ai entendu. Là, vous parlez d'octobre 2017. Nous sommes en 2018. Oui, vous n'étiez pas à la Saline avant? Je n'étais même pas en Haïti. Parce que j'ai fait 2 voyages qui étaient un petit peu collés, Canada et puis Rwanda. Donc, entre ces 2 voyages-là, je n'ai pas eu de visite à l'extérieur. Donc, j'ai juste préparé les voyages et je suis partie. Donc, j'étais réellement à la Saline, oui, mais c'était en octobre, le 13 octobre 2018. Et j'étais allée à la Saline, c'est pour le centre, parce que les gens de la Saline souffrent au côté centre. Parce que vous savez, en plus des enfants, le côté santé vraiment m'interpelle. Et ils n'ont pas de centre de santé à la Saline. Donc, il y a le centre médico-social qui est là, qu'une ONG, c'est une ONG qui s'en occupe. Donc, c'est aller voir parce que l'espace est pratiquement libre, parce que l'espace est encore bien, parce qu'il n'y a pas de fissure. Le bâtiment est encore bien, on peut s'en servir. Sauf qu'il faut refaire les plafonds, il faut refaire le plafond, il faut refaire les fenêtres. Et puis, c'est un bâtiment, il faut refaire la peinture, et puis c'est un bâtiment qu'on peut utiliser. Mais l'État ne peut pas le faire parce que ce n'est pas sous le contrôle de l'État. Ce n'est plus sous le contrôle de l'État. Donc, j'ai été à ce moment avec la DINEPA, avec le ministère de la Santé. Je voulais aller également avec le ministère de l'Éducation. Malheureusement, il n'était pas disponible parce qu'il y a une école qui est tout près. Je voulais faire d'une pierre deux coups. Donc, je suis allée, j'ai visité et la ministre était en train de faire le suivi avec l'ONG. Donc, l'ONG voulait pour que
le centre soit réparé, avoir un espace parking. Mais l'espace n'appartient pas au ministère de la Santé publique, mais au ministère de l'Éducation. Donc la ministre a écrit au ministre de l'Éducation qui a gracieusement offert l'espace pour le parking. Donc là maintenant, et on va réparer le centre pour que le centre soit disponible. Donc comme vous avez vu dans l'interview, c'est une femme quand même qui a de l'aisance. Et quand vous regardez bien sa façon de communiquer, sa façon, à un moment, vous voyez comment elle rigole, elle est à l'aise. Martine Moïse sait communiquer. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas mettre de doute dans le fait que Martine Moïse sait communiquer. Elle sait comment s'adresser, comment communiquer. Et durant toute l'interview, je vous ai mis qu'un extrait, il y a des moments de rigolade où elle reprend des infos, etc., où elle précise que les dires des autres ne l'atteignent pas pour pouvoir atteindre des objectifs, il ne faut pas s'arrêter aux critiques, etc. Elle a un profil de quelqu'un qui sait communiquer. Moi, comment dire, j'ai été animatrice de radio, j'ai l'habitude d'interviewer plein de personnalités. Quand on est en face de quelqu'un qui sait gérer sa communication, qui ne va pas se laisser vaciller comme ça dans la com, qui va aller droit au but, si elle a un schéma, par exemple, ce qu'elle veut dire, qui ne va pas laisser les journalistes lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Quand on est en face de ces personnes-là en train d'interviewer, on le sait tout de suite. Dès les premières questions de l'interview, on sait qu'on est en face de quelqu'un. Et même les personnes qui sont journalistes, quand ils font des interviews avec des personnalités, ils savent comment aborder telle personnalité, comment aborder telle personnalité. Martine Moïse, c'est quelqu'un qui sait communiquer. Maintenant, on va voir la manière de communiquer. Je vous avais déjà parlé de cette communication, de superposer l'image du président Jovenel Moïse comme étant ce président qu'on essaye de faire ce parallèle avec Jean-Jacques Dessalines, etc., cette figure, etc. Je vous l'avais expliqué l'autre fois. Bien sûr qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison des deux époques, il n'y a pas de comparaison aux deux poids, deux mesures, il n'y a pas de comparaison entre les deux hommes de l'impact, il n'y a pas de comparaison. Mais cette communication était volontaire aussi. Parce que donner l'image d'un époux martyr pour le peuple sensibilise le peuple. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le peuple haïtien est un peuple qui est émotionnel. Et ça, Martine Moïse le sait. Les Américains aussi. Ils le savent. Vous l'avez déjà dit dans une autre vidéo qu'il n'y a rien qui se passe en Haïti sans l'aval des Américains. Un président n'arrive pas au pouvoir si, au niveau de l'ambassade américaine, il est vu comme quelqu'un qui va donner des problèmes ou qui va donner beaucoup de fil à retordre, etc. Ou qui va être ce président difficile à manœuvrer. Quelqu'un qui veut un poste haut gradé, etc. en Haïti, que ce soit dans la police, diriger la police, etc., si sa candidature ne passe pas au niveau de l'ambassade américaine, qu'on le voit comme quelqu'un qui va donner des problèmes, mettre les bâtons dans les roues, ça passe pas. Donc on sait. Maintenant, Martine Moïse sait communiquer, et je vous avais déjà dit que tout ce qui s'est passé autour, c'est-à-dire que Martine Moïse aurait bien pu rester en Haïti et soigner sa blessure au niveau du bras. Ça, c'est une première chose que vous devez voir dans cette affaire-là. C'est-à-dire que si on avait laissé Martine Moïse en Haïti soigner sa blessure au niveau du bras, connaissant les médias en Haïti, tout le monde serait venu, même les médecins qui sont dans les hôpitaux en Haïti auraient déjà fait des photos, etc. On aurait déjà vu clair depuis longtemps tout ce qui s'est passé autour de la voix qui a circulé. Oh, c'est pas Martine, elle est dans un état, elle ne peut pas parler. On aurait déjà vu clairement que Martine Moïse est à l'hôpital en Haïti, elle a pris une balle parce que les infirmiers, etc., allaient quand même faire les photos, allaient filtrer, les informations allaient filtrer, et il y a un contrôle qui allait se perdre. Donc, il était important qu'après tout cela, que Martine Moïse parte aux États-Unis. Pour se faire soigner, il était important aussi de laisser ce mystère tourner, combien de balles elle a pris. Il était important de ne pas vulgariser tout de suite la communication autour de la première dame. C'est stratégique. Maintenant qu'elle est arrivée aux États-Unis, on a vu dans un laps de temps tellement rapide qu'elle a pu revenir, prendre l'avion, descendre de l'avion
pour assister aux funérailles, etc. C'est là qu'en la voyant retourner en Haïti, qu'on voit un bras, là on commence à se dire si elle se tient debout, elle marche, c'est ce bras-là, etc. Là, on commence à un petit peu analyser les choses. Maintenant qu'elle est arrivée en Haïti, elle aurait pu donner, je ne sais pas moi, avant l'enterrement ou même après l'enterrement, elle aurait pu donner une interview à un média en Haïti. Elle ne l'a pas fait, c'est un choix politique. Elle ne l'a pas fait, elle l'a fait aux États-Unis. Une fois qu'elle est partie, elle a laissé le pays avec ses enfants. Là, elle donne son interview au journal américain, le New York Times. À l'heure actuelle, ça veut dire que Martine Moïse a déjà les appuis requis, les appuis des hauts pour pouvoir entrer dans la politique. Et dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'elle a un pied dans la politique. Là, elle a les deux pieds, tout le corps. Elle est dans la politique. Et l'interview qu'elle a donnée là aussi, c'est encore une communication qui est comme ça, toutes les infos qu'elle donne, c'est-à-dire elle parle maintenant en étant quelqu'un qui a des visées politiques. Donc, c'est dire ces mots ne seront pas placés comme ça. Donc, elle ne va pas parler comme ça, raconter tout à n'importe quel média, etc. Parce que je vous avais déjà dit qu'on a affaire à quelqu'un qui a l'esprit politique, qui a donné quelques interviews pendant que son mari était encore au pouvoir, était encore vivant, etc. Mais qui sait comment parler, comme vous avez pu voir dans l'extrait tout à l'heure. Je ne suis pas en train de dire que Martine Moïse est mêlée à ce qui arrive à son époux. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'analyser tout le long pour arriver à comprendre un petit peu comment la communication peut jouer tout le monde. Je vous ai dit que la communication gouverne. Il aurait fallu qu'elle ait été hospitalisée en Haïti. Il aurait fallu que quelqu'un filme et fasse des photos par-ci par-là et que tout soit sur les réseaux sociaux, on voit une main, etc. C'est déréglé. L'info était là, on sait qu'elle est blessée là. Et tout ce mystère autour, cette communication, elle va bien, elle va pas bien, où elle a été blessée, son retour en Haïti, tout ce qui s'est passé autour, on n'aurait pas eu ce même schéma. Donc ça aurait tout changé. Maintenant, Martine Moïse va se soigner. Envisageons que ce qu'elle a dit là, qu'elle envisage de se présenter sérieusement et que ce sera officialisé après. Imaginons maintenant qu'elle revient après avoir soigné ses blessures au gras, qu'elle officialise sa candidature. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si elle revient officialiser, c'est qu'il y a une certitude qu'il y aura des élections. Martine Moïse ne vient pas là pour mettre un pied dans la politique, pour convoiter la présidence comme ça, sans avoir des mains derrière elle, des mains de soutien. Donc, si elle revient, elle confirme, il faudra analyser autour de cette confirmation aussi ces élections. Maintenant, il y a le peuple haïtien. Je vous avais dit, je n'aurai pas le temps de vous montrer les réactions et lire les commentaires du peuple haïtien. Le peuple haïtien est émotionnel, donc vous pouvez bien deviner qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont déjà en train de jubiler. Je vais voter, je vais voter. Il y a d'autres aussi qui disent non. Il y avait des viols, des crimes, etc., des kidnappings sous la présidence de Jovenel. Donc, ils ne veulent pas continuer dans cela. Donc, il y a des avis partagés, mais il y a beaucoup qui disent oui, il y a beaucoup qui disent c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup, c'est partagé. On ne va pas globaliser. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo où je réagis aux commentaires parce que je vous avais posé la question en communauté sur une photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous allez sur ma communauté, vous voyez la photo, mettez-moi vos avis parce que je pense faire une vidéo là-dessus où je vais réagir à vos commentaires par rapport à cette décision. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Maintenant, pour prendre la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais analyser la décision sur deux angles. Sous quelle bannière, quel parti politique Martine Moïse va revenir? Parce qu'on sait que Jovenel Moïse c'était PHTK. On sait que c'est Michel Martelly qui a mis Jovenel. Mais on sait aussi que par rapport aux attentes de Michel Martelly, ça n'a pas été tout rose entre les deux hommes. Et on connaît un petit peu les attentes qu'avait Michel Martelly, etc. Et que Michel Martelly n'était pas parti mettre Jovenel Moïse là et parti définitivement pour tirer un trait sur la politique. Michel Martelly avait beaucoup de dossiers chauds sous le dos aussi. Et n'oubliez pas que quand un homme est au pouvoir, il ne peut pas être jugé pour certaines choses. Et quand un homme laisse le pouvoir, il peut être jugé pour plein de choses. Donc, beaucoup d'hommes en Haïti veulent rester dans la politique. Parfois, c'est pour ne pas avoir à payer. Pour ne pas avoir à être devant
la justice parfois. Donc, parfois, il y a ce va-et-vient qui se fait aussi, c'est pour un peu se protéger. Enfin, c'est pour qu'eux, ils puissent se protéger. Michel Martelly était indexé sur Petro-Caribé aussi, comme Jovenel Moïse, comme le président Préval qui est décédé il y a quelques années, comme d'autres personnes qui ont été indexées. C'est-à-dire que l'argent Petro-Caribé que Chavez avait donné aux pays qui ont des difficultés dans la CARICOM, etc., ces pays qui ont du mal, Hugo Chavez avait donné l'argent du Petro-Caribé, c'était pour aider ces pays-là à financer et à s'en sortir, parce que c'était un visionnaire, c'était un homme qui avait une vision d'autonomie aussi. Donc, par exemple, lorsque la République dominicaine ou d'autres pays dans la Caraïbe ont utilisé leur argent de telle ou telle manière, lorsque cet argent-là, en ce qui concerne Haïti, avait été dilapidé, ça n'avait pas été dilapidé sur un président, mais comme ça, sur plusieurs années et sur plusieurs gouvernements. Donc, le nom de Michel Martelly aussi était dans cette affaire Petro-Caribé. À un moment, il ne pouvait même pas aller jouer parce qu'il avait repris sa vie d'artiste après avoir remis le pouvoir à Jovenel. Il avait repris un petit peu sa vie d'artiste, il a sorti des clips, etc. Mais il y a des endroits où il ne pouvait même pas rentrer pour jouer. Il était hué, les manifestants venaient pour l'empêcher de jouer, de chanter, etc. À plusieurs reprises, on avait dit qu'il ne pouvait pas avoir un chat pour aller dans les défilés carnavalesques en Haïti. Il a été il a eu beaucoup de soucis après ça parce que son nom est dans le dossier Petro-Caribé. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est revenu au pouvoir pour aider à ne pas tout de suite se hâter devant la justice pour certaines choses. Donc, il avait aussi ses objectifs en mettant Jovenel là. Ce n'était pas pour abandonner. Donc maintenant, on va analyser ça de ce point de vue-là, de tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que, connaissant un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé, vers la fin, Jovenel et Martelly, c'était pas tout rose, c'était pas comme ça du tout, parce qu'il y a beaucoup de bruit de couloir aussi. Il n'était pas d'accord à certaines façons d'indexer, etc., des uns et des autres. Donc maintenant, si Martine Moïse revient au pouvoir, elle ne pourra pas revenir sur PHTK. Et si Martine Moïse revient sur PHTK, son discours ne vaudra rien pour attirer tel ou tel électorat. Donc si elle doit revenir dans la politique, elle doit revenir poser candidature, ce sera sur une bannière autre. Donc il faudra qu'elle crée un parti politique. Il y a tellement de partis politiques en Haïti pour un si petit pays. À chaque fois que quelqu'un arrive, il faut créer. Il y a trop de partis politiques déjà en Haïti. C'est une critique qui est tout le temps énumérée par plein de politologues. Maintenant, si Martine Moïse revient avec son parti politique, etc., on peut, si jamais il y a des élections, parce que tout ça, on est dans l'hypothèse toujours, parce qu'on ne sait pas s'il pourra y avoir des élections, parce qu'il y a le peuple derrière, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Dans les prochains mois, on ne sait pas comment ça va se dérouler par rapport à ce qui va arriver, par rapport à l'enquête, comment le peuple... Parce qu'en Haïti, dans des villes là, à ce moment, il y a beaucoup qui manifestent encore. Le feu n'est pas éteint. Donc, si elle revient sous son parti, et si PHTK, c'est un parti politique qui est toujours là maintenant, PHTK va être représenté par qui? Michel Martelly reviendrait? Donc, ce sont des scénarios qu'on imagine dans l'hypothèse. Ou l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Qui était aussi dans la politique avec Michel Martelly à l'époque, j'ai oublié son nom. Donc, les hommes de PHTK d'avant, ils vont revenir pour faire face. Parce que si on regarde un peu dans la politique, là, si on regarde un petit peu dans le paysage politique, là, on a le parti politique Petite Dessalines, avec Moïse Jean-Charles. Il y a le parti politique de la diaspora. La diaspora, c'est-à-dire tous les pays, des expatriés, les Haïtiens qui vivent dans plein d'autres pays, dans des pays différents, qui essayent de se réunir pour qu'il y ait un parti politique qui représente ces expatriés-là qui font vivre le pays, parce que c'est eux qui font transiter le dollar comme ça. Le fait que nous, Haïtiens, on soit un peu partout, ça arrange beaucoup tout un système aussi. Le fait que les Haïtiens ne peuvent pas être stables pour être dans leur pays tout le temps, travailler, donner de leurs compétences dans leur pays, etc., ça arrange beaucoup. C'est un système qui arrange. La pauvreté d'Haïti est un système qui arrange beaucoup de monde. Donc, est-ce que le parti de la diaspora qui sera représenté, donc si éventuellement il y a le parti de Martine Moïse, PHTK devrait être représenté, Petite Dessalines, les autres. Et il y a plein d'autres partis politiques. Je ne pourrais pas citer tous les partis politiques qu'il y en a en Haïti, il y en a trop.
Donc, comment ça va être? Ça, c'est à suivre encore. Est-ce que c'était le moment pour Martine Moïse de venir faire un tel discours? Est-ce que le moment était opportun? Politiquement parlant, pour faire parler d'elle et chauffer le terrain, parce qu'on parle de communication, c'est une stratégie de communication qu'elle fait là. Le fait d'en parler maintenant, parce qu'elle aurait bien pu parler de ce qui s'est passé la nuit du drame, etc. Elle aurait bien pu laisser un petit suspense. Les journalistes vont toujours poser la question, est-ce que vous allez revenir en politique? Elle aurait pu dire, pour l'instant, je préfère ne pas répondre à cette question. Pourquoi elle y répond là? C'est une stratégie de communication aussi. C'est-à-dire, le moment, le feu n'est pas éteint. Tout le monde parle de l'assassinat de son époux. Son époux est idéalisé dans les yeux de beaucoup parce qu'il est victime, donc, etc. Donc, toutes ces personnes sensibles, etc., sachant qu'on parle d'un peuple qui est trop dans l'émotion, elle sait que ce côté psychologie-là, émotionnel, si elle annonce quelque chose maintenant, on est dans l'affectif. Et elle sait que ça peut jouer en sa faveur. Comme ça aurait pu jouer en sa défaveur. On ne sait pas. Mais toutes les personnes maintenant qui sont en train de dire oui, même si on fait un sondage maintenant, il y en a qui disent oui, c'est une bonne idée, etc. Tous les Haïtiens qui disent ah, oui, je voterai pour elle, je voterai pour elle. Ou ceux qui disent non. Mais si on prend ceux qui disent oui, ils sont encore dans l'affectif. Ils sont encore dans l'émotion du moment. Et elle sait que dans ce moment-là, il y a un truc, il y a un enjeu là. C'est de la communication, c'est de la stratégie. Maintenant, ça peut aussi la desservir. Le fait que son époux vient de décéder, elle n'a pas encore fait le deuil et qu'elle a déjà des ambitions politiques, ça peut la desservir. Certains peuvent penser, mais pourquoi elle est déjà en train de courir vers la politique, elle est déjà en train de courir vers ses ambitions et son mari, etc. Certains peuvent dire, mais c'est sa manière de venger son mari parce qu'elle veut continuer son travail, donc c'est son devoir. Donc, il y a quand même plusieurs aspects. Et elle le sait. Parce que quelqu'un qui fait de la politique sait jouer de la com. Donc maintenant, on va prendre une autre partie pour terminer cette vidéo. C'est la partie que c'est une femme. Donc, on est encore dans l'hypothèse. Hein? On est encore dans l'hypothèse. Hypothèse qu'elle vient sous une bannière, qu'elle vient pour... etc. Et qu'elle aille jusqu'au bout de cette idée et qu'elle vient. Est-ce que la population, est-ce que le peuple haïtien est prêt à être gouverné par une femme? On est encore sur le moment affectif. On est encore sous le choc. C'est-à-dire que le peuple haïtien est encore sous le choc de cette mort et il y a encore beaucoup cette sensibilité-là qui est en train de parler. C'est-à-dire que tout ce que le peuple haïtien dit aujourd'hui, c'est un peuple sensible qui choisit un président qui, parfois, quelques mois après, avec les infos qui arrivent, change et se met dans la rue pour dire à ce même président de partir. Donc, c'est un peuple qui est paradoxal. Donc, le fait que beaucoup voient sur les réseaux sociaux certains qui jubilent, qui disent « je voterai pour elle », ça veut encore rien dire. Parce qu'on est encore dans l'affectif, dans le chaud du moment. Donc, ce n'est pas un signe positif. Ce n'est pas un signe que si elle vient, tout ira bien, ce sera facile. Ce n'est pas un signe encore parce qu'il faut attendre que le peuple fasse le deuil, le peuple qui est affecté, qui est sensible, touché, qui est en pleurs et tout ça, qui vont peut-être partir dans l'idée, oui, elle va venger son mari, donc je la suis. Il faut attendre que ce peuple-là prenne du recul aussi de la mort du président pour savoir est-ce que ce qu'ils disent là, ce n'est pas dans l'affectif et que demain, dans l'affection de ce qui s'est passé, le côté victime, etc., est-ce que ces personnes-là sont susceptibles d'être des électeurs d'une Martine Moïse qui se présenterait à la présidence? Il faut analyser tout cela parce que c'est un peuple changeant. Et aussi, c'est une société sexisme. Donc, si on retire ce côté sensibilité, ce côté qu'elle a perdu son mari et tout, qu'elle est veuve et tout, qui peut ramener de l'électorat, éventuellement, c'est un peuple sexiste. C'est-à-dire qu'il y a une part des électeurs, dans l'hypothèse qu'elle se présenterait, qui pourraient ne pas voter juste parce que c'est une femme. Et ça, il faut le dire.
parce qu'Haïti, c'est une société sexiste. L'évolution de la condition féminine est un process qui est difficile, une procédure qui est difficile à mettre en place, à consolider. Les femmes haïtiennes, pendant plus d'1 siècle et demi, sont restées dans un système idéologie patriarcat absolu, passif, avec un rôle juridiquement limité, avec une croyance de supériorité de l'homme sur la femme qui est ancrée dans les mentalités en Haïti, ancrée profondément, et que les femmes au pouvoir, les femmes dans des postes clés, pendant longtemps, les femmes étaient juste là autour, à orner, mais les femmes n'avaient pas leur place. Et même dans l'histoire, les femmes qui ont marqué l'histoire, on a parfois dû attendre pour qu'on les voie. Et il y avait tout quelques lignes où on parlait d'elles, alors que leur rôle était primordial à l'époque de l'esclavage et quand Haïti a pris son indépendance. Donc, la femme a toujours eu à se battre beaucoup plus pour se faire une petite place, parce qu'on est dans une société profondément sexiste, machisme. Donc, dans cette société-là, même si on enlève cette voile-là, le côté Jovenel Moïse, ce côté attendrissant, le peuple est dans un état, le peuple est attendri maintenant. Si on enlève tout ce côté-là, profondément, le peuple haïtien, la société haïtienne est sexiste. Allons un peu dans la politique. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme présidente en Haïti dans le passé? Je ne vais pas vous dire non, absolument. Une femme qui a été en politique, élue pour 5 ans, etc., au scrutin, non. Mais une femme a été dans la politique en Haïti par intérim. Erta Pascal Trouillot. Mais Erta Pascal Trouillot a été au pouvoir par intérim. Erta Pascal Trouillot est venu assurer la présidence par intérim en vue d'organiser des élections dans une période transitoire après la période duvalieriste où c'était une dictature. Il fallait mettre la démocratie. Et la démocratie est arrivée avec le président Jean-Bertrand Aristide. Mais pour que ces élections se passent et que cette transition entre la dictature des Duvalier qui s'achève avec Duvalier père, Duvalier fils, pour qu'il arrive la présidence démocratique avec le président Jean-Bertrand Aristide, il a fallu une femme. Erta Pascal Trouillot. Et elle a été élue en mars 1990. Elle est restée au pouvoir jusqu'au 7 février 1991. Pendant tout ce temps, elle a fait que préparer le terrain avec diplomatie, etc., afin que les élections puissent avoir lieu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette femme-là pour faire ce travail-là, Jean-Bertrand Aristide n'aurait pu ne jamais être président en Haïti parce que les élections étaient fortement menacées à cette époque-là. Il y avait beaucoup de personnages autour qui faisaient des plans, etc., autour pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, lorsque Erta Pascal Trouillot est arrivé au pouvoir, c'était par intérim dans le but d'organiser des élections qui vont voir élu le 16 décembre 1990 Jean-Bertrand Aristide, qui a été élu à 67% des suffrages. Une femme a été maire fin années 50, 2 femmes ministres sur les 2 régimes des Duvalier. Il n'y a pas eu tant de femmes haut placées au pouvoir que ça en Haïti. Donc, mentalement, les Haïtiens n'ont pas l'habitude de voir des femmes dans les hautes positions politiques. Donc, ce serait quelque chose de totalement nouveau aussi. Donc, est-ce que le peuple est prêt pour ça? Dans cette société machiste, dans cette société où le sexisme est roi, de cette société patriarcale où c'est l'homme, c'est la femme qui doit suivre, et l'homme, etc., où la femme a toujours en second plan, est-ce que Martine Moïse, en tant que femme, pourrait gouverner et avoir tout son respect comme un homme l'aurait, ou avoir toute sa place pour gouverner, pour être présidente dans le pays? Et est-ce que ce serait chose aisée pour elle? Permettez-moi d'en douter. Je ne dis pas que c'est impossible. Je suis une femme. Les combats de femmes m'ont toujours tenu à cœur. Après, que ce soit Martine Moïse, que Martine Moïse arrive au pouvoir ou pas, c'est pas là l'enjeu. Il faut analyser autour. Parce que je connais le peuple haïtien. Il faut regarder aussi le côté sociologie. La mentalité compte aussi. Et la mentalité du peuple haïtien fait que aujourd'hui, le peuple peut être en train de pleurer, en train de ouh là là, elle est la pauvre, etc. Et même pas empathie voter pour elle et demain demander à renverser ce même pouvoir. Donc, il ne faut pas partir comme ça. Moi, je prends toujours des gants quand je parle d'Haïti. C'est mon pays.
j'aime mon pays, mais quand je parle du peuple haïtien, les décisions, les choix, etc., je prends toujours des gants parce que il peut y avoir beaucoup de surprises. Ce serait une grande première si cela devait arriver. Donc, comme je vous avais montré sur un extrait tout à l'heure, quand Jovenel Moïse était au pouvoir, quand sa femme prenait la parole, souvent, elle avait des projets, mais des projets sociaux, orphelinat, multipliés par-ci par-là, etc. Le peuple haïtien ne sait pas ce qu'elle a en tête. Finalement, certaines personnes qui sont réfractaires peuvent dire qu'elle vient juste pour venger son mari, qu'elle n'a pas un programme profond. Ça aussi, elle devra s'y attendre. Donc, si on analyse tous ces points-là, ce ne sera pas forcément quelque chose de facile. Après, si elle veut venir au pouvoir, il y aura quand même un tableau assez intéressant à analyser. Maintenant, est-ce que le peuple haïtien est prêt pour les élections? Est-ce que le peuple haïtien veut des élections dans l'immédiat? Est-ce que le peuple haïtien n'a pas envie de réparer un petit peu le chaos? Est-ce que le peuple haïtien est prêt mentalement pour voter pour quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de chaos et sur le chaos, on ne construit pas des choses solides. Et le peuple aussi est chaos après toute cette instabilité, l'insécurité, tout ce problème, pays loc, les écoles qui étaient fermées pendant longtemps où le pays n'a pas pu fonctionner. À chaque fois, les choses recommençaient à fonctionner, les écoles fermaient, les agences de voyage fermées n'envoyaient pas les touristes, etc. Donc, le pays a quand même eu problème sur problème avec les manifestations pétro-caribées qui ont bloqué le pays pendant... Le pays a eu problème sur problème. Le peuple est lessivé. Donc, est-ce que le peuple est prêt psychologiquement à refaire confiance? Est-ce que le peuple est prêt à retourner aux urnes? Est-ce que tout ça, est-ce que s'il y a élection là, est-ce qu'il y aurait les votes? Est-ce que le peuple suivrait pour les élections? Je ne parle même pas de la candidature de Martine Moïse parce que le peuple est psychologiquement lessivé. Donc ça, ce sont des questions à se poser. Donc c'est juste ces interrogations-là que je vais mettre fin à cette vidéo. Donc vous comprenez bien que c'est une affaire à suivre puisque je termine sur une interrogation. N'hésitez pas à laisser vos opinions aux commentaires. Je réponds toujours à vos commentaires. Même quand c'est négatif, j'essaie de vous répondre aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur ma communauté, sur la photo de Martine Moïse pour mettre vos opinions. Pour que dans la prochaine vidéo, je puisse parler de vos commentaires dans une vidéo spéciale où je vais réagir à vos réactions. Donc, mettez vos réactions en dessous de cette vidéo parce que je risque de passer vos commentaires dans ma prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager, liker, commenter les vidéos dans le respect, s'il vous plaît. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.